Point suivant, Chandler est la main invisible du manager. Imagine une petite entreprise qui commence avec une poignée de personnes, un peu comme une start-up de quartier. Au début, tout le monde fait un peu de tout, et le patron gère tout en direct. Mais au fur et à mesure que la boîte grandit, il devient impossible pour une seule personne de tout contrôler. Eh bien, c'est là que Chandler entre en scène avec sa théorie de la main visible du manager. Il décrit comment, pour rester organisé et efficace, l'entreprise doit passer par plusieurs étapes de développement. Pour la petite entreprise, ici la gestion est simple, le boss il voit tout, il décide de tout et il peut tout contrôler lui-même. Et puis l'entreprise grandit. À mesure que l'entreprise se développe, elle recrute plus de gens, commence à ouvrir de nouvelles unités, comme un département marketing ou un service client, et elle se diversifie, peut-être dans de nouvelles activités. Le patron doit maintenant déléguer. Et puis, quand la boîte devient vraiment grande, on passe à l'organisation divisionnelle, c'est-à-dire que la société se divise en plusieurs divisions autonomes, chacune avec sa propre équipe de managers. Chaque division peut se concentrer sur un produit ou une région spécifique. Par exemple, et du coup le patron, il devient plus un chef d'orchestre qui guide les différentes visions plutôt qu'un manager de terrain. En gros, Chandler, il montre que plus une entreprise grandit et se diversifie, plus elle a besoin de structures de gestion solides et de managers pour bien contrôler tout ça. Point suivant, les théories économiques. Alors on va passer en revue les théories économiques qui expliquent pourquoi et comment les entreprises existent et évoluent. On commence avec l'apparition de la firme dans la théorie économique. Les économistes classiques, comme Adam Smith et David Ricardo, ils ont d'abord parlé de la division du travail, expliquant que chacun se spécialise, la production devient alors plus efficace. C'est un peu comme une équipe de sport où chacun a son rôle bien défini pour gagner le match. Schumpeter, de son côté, il se concentre sur l'innovation et la prise de risque. Pour lui, c'est l'entrepreneur qui fait avancer l'économie en inventant de nouveaux produits ou services. Imagine que tu es cet entrepreneur, tu dois innover en permanence pour rester dans la course et attirer les clients. Point suivant, Coase et Williamson. Pourquoi l'organisation ? Coase et Williamson, ils ont une réponse simple à la question « Pourquoi les entreprises existent-elles ?» Parce que leur théorie, c'est que l'entreprise, elle est là pour réduire les coûts de transaction, les coûts de coordination, de négociation, etc. En gros, au lieu d'acheter tous tes services à l'extérieur et de passer du temps à négocier, l'entreprise te permet de tout faire en interne de façon plus efficace. Imagine que tu gères une entreprise et que tu dois constamment décider est-ce que je fais ça moi-même en interne ou est-ce que je sous-traite ? Si ça te coûte moins cher de le faire en interne, tu le fais. Sinon, tu externalises. Point suivant, Berle et Mintz, la théorie managériale. Quand une entreprise devient grande, il y a souvent une séparation entre les propriétaires, les actionnaires, et les dirigeants. Berle et Mintz expliquent que cette séparation crée des différences d'intérêt. Les actionnaires veulent un retour sur investissement, alors que les managers peuvent être tentés de maximiser leur propre confort et de poursuivre des projets qui les valorisent eux plutôt que l'entreprise. Imagine une grande entreprise où les dirigeants et les actionnaires ne voient pas toujours les choses de la même manière, ça peut vite devenir compliqué à régler. Point suivant, Alkian et Demsetz, la théorie des droits de propriété. Alkian et Demsetz y mettent en avant l'importance des droits de propriété pour assurer l'efficacité économique. En clair, si tu es le propriétaire d'une entreprise, tu as le pouvoir de décision et le bénéfice de tes efforts, donc tu es motivé pour que l'entreprise soit rentable et efficace. Imagine-toi, propriétaire d'une entreprise. Tu ferais tout pour protéger tes droits et faire en sorte que ta boîte prospère.
Hop hop hop! Si cette vidéo te plaît, sache qu'elle est issue de ma formation sur le DCG-DSCG. Sur cette formation, tu y retrouves toutes les vidéos de tous les cours, mais aussi tous les cours en audio et en PDF. Et puis évidemment, tout est mis à jour régulièrement. Et puis c'est même pas tout, tu vas y retrouver des vidéos bonus pour t'aider à préparer efficacement ton épreuve, des fiches de révision, des flashcards et un accès direct pour me contacter si tu as besoin d'aide. L'aide, ça peut être t'expliquer ou te réexpliquer un point du cours que t'as pas bien compris, aborder avec toi un sujet complémentaire qui n'est pas disponible en vidéo parce que tu veux approfondir un cas particulier par exemple, te guider dans ton planning de révision, ou même analyser avec toi une correction d'exercice que tu n'arrives pas à comprendre. Alors si tu veux profiter de l'intégralité du cours et de tous les avantages qui vont avec, clique sur le premier lien en description et rejoins-moi. Allez, on retourne au cours maintenant. Et surtout, abonne-toi à la chaîne pour ne rater aucune vidéo. Point suivant, Jensen et Meckling et la théorie de l'agence. Ici, Jensen et Meckling parlent de la relation d'agence. C'est la relation entre un principal, celui qui délègue comme un actionnaire, et un agent, celui qui exécute comme un dirigeant. Le problème, c'est que l'agent ne peut pas toujours agir dans le meilleur intérêt du principal, surtout si personne ne le surveille. Imagine que tu embauches quelqu'un pour gérer ta boîte. Tu veux lui faire confiance, mais tu sais qu'il faut quand même garder un œil sur lui pour éviter qu'il n'agisse dans son propre intérêt. Point suivant, les approches évolutionnistes de la firme. Les économistes évolutionnistes y voient les entreprises comme des structures qui évoluent constamment. Elles suivent des routines, c'est-à-dire des habitudes de fonctionnement, qui peuvent changer en fonction des nouvelles technologies ou des opportunités de marché. Imagine ton entreprise qui adapte ses méthodes dès qu'une nouvelle technologie sort ou qu'une tendance du marché évolue. C'est un peu comme un animal qui s'adapte à son environnement pour survivre. Point suivant, la théorie des jeux. La théorie des jeux, elle s'intéresse aux stratégies dans un contexte de compétition. L'équilibre de Nash et le dilemme du prisonnier montrent comment tes décisions peuvent dépendre de celles des autres. Imagine que tu es en compétition avec d'autres entreprises. Tu ne peux pas décider seul de ta stratégie. Tu dois toujours penser à ce que feront les concurrents et anticiper leur action. C'est un vrai jeu d'échecs où chaque coup compte. Alors, plus précisément, la théorie des jeux, c'est une branche des mathématiques qui étudie comment les gens prennent des décisions quand ils sont en interaction avec d'autres personnes. Imagine que chaque personne est un joueur dans un jeu et que ses choix influencent les résultats, non seulement pour lui, mais aussi pour les autres joueurs. Chacun doit donc réfléchir aux actions possibles des autres pour prendre la meilleure décision pour lui-même. Bon, pour comprendre comment ça marche, on va prendre l'exemple le plus connu de la théorie des jeux, c'est le dilemme du prisonnier. Alors, imagine-toi, avec un ami, vous êtes arrêté pour un vol. Vous êtes interrogé séparément. La police n'a pas assez de preuves, alors elle vous propose un marché à chacun. Si t'avoues et que ton ami se tait, tu sors libre et lui il prendra 5 ans de prison. Si ton ami avoue et que tu te tais, il sort libre et toi tu prends 5 ans. Si vous avouez tous les deux, chacun prend 3 ans. Et si vous vous taisez tous les deux, vous prenez rien. Alors le truc, c'est que ni toi ni ton ami ne savez ce que l'autre va faire. Donc tu te demandes si tu dois avouer ou te taire. Si tu penses que ton ami va se taire, tu as intérêt à avouer pour sortir libre. Si tu penses que ton ami va avouer, tu ferais bien d'avouer aussi pour éviter de prendre 5 ans et n'en prendre que 3. Dans les deux cas, il semble plus avantageux pour toi d'avouer. Et c'est la même chose pour ton ami. Du coup, vous finissez souvent par avouer tous les deux. Mais si vous aviez coopéré en vous taisant tous les deux, eh bien, vous n'auriez pas pris de prison. La théorie des jeux, elle s'applique pas que aux situations de police. Elle est très utile dans plein de domaines où les décisions de chacun influencent les autres. Comme les entreprises,
par exemple deux entreprises qui fixent les prix de leurs produits en surveillant les prix des concurrents, la politique, où des pays qui négocient des accords commerciaux ou des traités vont voir ce que font les uns et les autres, et puis les relations sociales. Les gens peuvent prendre des décisions en fonction de ce que les autres font. Par exemple, suivre la mode. Donc en gros, la théorie des jeux, elle aide à anticiper les réactions des autres et à trouver la meilleure stratégie dans une situation où plusieurs personnes ou entreprises prennent des décisions en même temps. Elle permet de réfléchir aux conséquences de chaque choix en imaginant ce que les autres vont faire et comment cela va affecter chacun.